Donc sur cette première partie de séance qui va durer 2 heures, l'idée est de commencer finalement par les grands principes. CRC, organisme de contrôle, mais qui contrôle quoi finalement, maître ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je rappelle que les chambres régionales et territoriales des comptes, comme la Cour des comptes à son niveau, sont des organismes juridictionnels. Je rappelle que les membres des chambres régionales des comptes ont le statut de magistrat, avec l'ensemble des garanties qui l'entourent. Et classiquement, le contrôle, les missions de contrôle exercées par ces organismes sont de deux natures. Le contrôle des comptables publics, et là, les chambres régionales des comptes interviennent sous un angle qui est un angle juridictionnel. Tout cet aspect-là ne vous intéresse quasiment pas, même si parfois il peut y avoir des questions qui concernent les comptables publics, mais en tout cas, ce n'est pas l'essentiel des contrôles qui portent sur les entreprises publiques locales. Là, c'est le deuxième volet, c'est le contrôle des comptes et le contrôle de la bonne gestion des entreprises publiques locales, qui est une mission de contrôle qui, vous le savez, est aussi exercée à l'égard des collectivités territoriales, qui est un contrôle non juridictionnel, c'est-à-dire que la procédure qui est suivie dans le contrôle, on aura l'occasion d'y revenir, introduit des éléments d'une procédure contradictoire, mais on n'est pas, à proprement parler, dans une procédure juridictionnelle, ce qui, en tant que tel, d'ailleurs, introduit un certain nombre de limites. Alors, l'article du Code des juridictions financières qui donne cette mission aux chambres régionales des comptes, c'est l'article L211-3, dit que donc il appartient à ces chambres de réaliser ce type de contrôle sans se prononcer sur les objectifs fixés à ces organismes. Sous-entendu, les choix en opportunité qui ont pu être faits sur la détermination d'un certain nombre d'objectifs, sur un certain nombre de projets qui peuvent être portés par les EPL. Normalement, ces questions d'opportunité-là échappent au contrôle de la Chambre et qui doit simplement s'intéresser sur, en gros, deux questions. Est-ce que les comptes sont d'équerre, excusez-moi l'expression. Et deuxième point, est-ce que la gestion de l'organisme en termes de gouvernance, en termes de passation des contrats, en termes de gestion RH, est-ce que la gestion est de bonne qualité ou pose un certain nombre de problèmes ou de difficultés? Alors, Monsieur Bessin et Monsieur Franck Maslu, plutôt dans l'ordre, Monsieur Franck Maslu, je crois que vous avez eu un contrôle. Et, enfin, c'est pas je crois, c'est j'en suis sûre, ainsi que vous, Monsieur Bessin. Comment ils se sont déclenchés ces contrôles? Alors, j'ai la chance, en plus d'être PDG de Chartres Aménagement, d'avoir la casquette finance aussi bien à la ville qu'à l'agglomération. Sur le territoire de Chartres, on a une petite agglomération, 136 000 habitants. On en est à une douzaine d'EPL et on voyait bien qu'au fil du temps, il y avait des questions régulières de l'État, du DDFiP, du trésorier, sur l'externalisation un petit peu d'un certain nombre de compétences. Et pourtant, on avait toujours joué la transparence, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée un établissement public local, on fait même un guide tous les ans, on publie les comptes de ces structures, etc. Donc on va très loin dans la communication, on fait des rencontres régulières avec les services de l'État, le DDFiP, le trésorier, etc. etc. Et puis, eh bien, un jour, dans cette belle région centre, il y a changement de présidente qui sollicite Jean-Pierre Gorge en sa qualité de maire et de président de l'agglomération pour ce qu'ils font régulièrement, une visite de courtoisie, on va dire ça, au départ. Et puis, pendant cette visite de courtoisie, elle nous fait part, en deuxième partie de l'intervention, c'est que, eh bien, écoutez, j'en profite pour vous dire que prochainement, vous serez contrôlé à 2 titres, à la fois au niveau de Chartres Métropole, et la thématique, c'était effectivement l'évaluation du modèle chartrain, entre guillemets. Évaluation, comment vous pilotez ces EPL au sein de Chartres Métropole. Et puis après, elle dit, en parallèle et en plus, et dans le même temps, un des établissements publics locaux sera contrôlé. Alors, on savait très bien que ça serait certainement Chartres Aménagement, puisqu'on est une société d'aménagement qui travaille pour effectivement le compte des collectivités, avec un certain nombre de financements très importants, des projets très ambitieux, etc. Donc, eu égard
aux finances que ça peut représenter et l'intervention effectivement des collectivités, je me doutais très bien que j'y aurais le droit. Voilà, donc au début on se dit chouette, donc une expertise, le modèle, ça peut être intéressant. D'ailleurs on en a très tôt parlé ensemble. Voilà, on se dit tiens, un audit, il faut en tirer des avantages, des recommandations et tout devrait bien se passer. Sauf que quand on a reçu le courrier et qu'on a vu que c'était un ancien magistrat qui était passé par Bercy, on a commencé à s'inquiéter. Donc finalement, et on verra les suites, un double contrôle tant sur la collectivité locale et quasiment concomitamment un contrôle sur la structure. Et vous, Monsieur Bessin? Bonjour à tous. Un contrôle qui s'est passé dans un contexte assez particulier puisque le groupe Loire-Atlantique Développement regroupe une SEM, une SPL, le CAUE du département Loire-Atlantique et un groupement d'intérêt économique. Et lors de ma prise de fonction, j'ai quelques collaborateurs dans la salle, ils s'en souviennent, j'avais présupposé qu'on serait, compte tenu de la jeunesse de ce groupe Loire-Atlantique, qu'on serait soumis vraisemblablement à un contrôle de la CRC, dont le programme annuel laissait sous-entendre qu'il y aurait des EPL qui allaient être contrôlés. Donc assez tôt, on a essayé de se préparer. Le dernier contrôle datait de 2009. Il avait été réalisé par le même magistrat qui a contrôlé 10 ans après et qui s'enorgueillissait d'être 10 ans après, pour son dernier contrôle avant son départ à la retraite, en charge de ce contrôle d'une entité qu'il ne maîtrisait pas. Et ça a été une découverte pour lui de constater qu'il y avait un outil en Loire-Atlantique qui avait l'ensemble d'outils qui existent par ailleurs. Je salue Pascal Molot, qui sur la métropole et sur l'ensemble du département, il y avait des SEM, il y avait des SPL, mais un groupe comme cela, avec en plus un CAUE, un GIE, un groupement d'employeurs où vous avez évoqué tout à l'heure le mot acculturation. Oui, il a fallu passer déjà par la bonne compréhension de ce qu'était cet outil. Ça n'a pas été simple. Et on y reviendra sans doute, mais ce contrôle, il a été fait par quelqu'un qui avait exercé toute sa vie en CRC et dont le regard portait principalement sur on l'a évoqué, sur la question financière et comptable. Et en fait, c'est plus que ça, un contrôle de CRC. C'est pour ça que je suis assez d'accord. Au début, on est un peu satisfait, parce qu'on se dit ça va donner un regard décalé sur nos pratiques, nos modes de faire. Et ça m'avait conduit par anticipation à envisager d'améliorer le dispositif de contrôle de gestion et d'audit interne. Alors ça se fait progressivement, évidemment. Mais dans un premier temps, je voyais le contrôle de la CRC comme quelque chose d'assez sain. Parce que ça permet aussi, potentiellement, sur le principe, de se dire ça peut nous donner des clés de lecture nouvelles. Éventuellement, un regard décalé, ça peut être utile pour améliorer certaines choses. Et on aura l'occasion de prolonger, mais voilà, ça s'est passé dans un contexte où 10 ans après un premier contrôle, le même magistrat revenait et contrôlait une entité dont il ne maîtrisait pas les enjeux, les défis et les modes de faire. Dans le cadre d'un programme, comme vous l'avez dit, annuel. Très clairement, la CRC avait décidé, la preuve, un certain nombre des EPL du département et de la région ont depuis 2017-2018 été soumis au contrôle. Mais c'est pas. Moi, je ne prends pas ça comme quelque chose de négatif, le contrôle. On l'évoquait en aparté. On verra les bonnes choses au fur et à mesure, les choses positives qu'on peut en tirer. Thierry Desarles, en tant qu'actionnaire de plusieurs EPL, vous avez vécu plusieurs contrôles à travers votre position d'actionnariat. Comment ils se sont déclenchés ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous, et en particulier
à des SEM dans lesquels Transdev est partenaire et qui ont eu à connaître ou connaissent en ce moment des contrôles Chambre régionale des comptes. Alors, pour ma part, j'en ai vécu à peu près une trentaine, à la fois en métropole et en outre-mer. Et à chaque fois, ou en tout cas dans la plus grande majorité des cas, c'était d'abord par un contrôle de la collectivité actionnaire majoritaire de la SEM. Et ensuite étendu aux différents outils ou structures contrôlées par la collectivité. Donc en tant qu'actionnaire minoritaire, alors on est dans une situation, mais là aussi je pense qu'on en reparlera en termes de procédure, on est dans une situation tout à fait particulière puisque nous n'avons pas accès en tant qu'actionnaire privé minoritaire à l'ensemble finalement des observations qui sont faites dans le cadre du rapport provisoire d'observation provisoire. Donc nous n'avons pas accès à toutes les informations. Et il y a des règles d'étanchéité, de confidentialité dans l'instruction de ce type de procédure qui peuvent nous mettre en difficulté. Mais je rejoins un point qui est évoqué par tout le monde, c'est que bien souvent les chambres, enfin les magistrats, alors soit le magistrat qui peut être tout seul, soit le magistrat plus un inspecteur ou une inspectrice ou la magistrate, ou voire deux magistrats et deux inspecteurs, comme ça peut être le cas dans un contrôle d'une SEM partenaire. Donc je ne mentionnerai pas évidemment les SEM parce que c'est des cas particuliers à chaque fois, mais je reviendrai simplement sur les dénominateurs des sujets. Mais il y a une véritable méconnaissance finalement de l'environnement de l'économie mixte et de ce type de montage. Mais ça sera un sujet. Au fur et à mesure. Aujourd'hui, on sait que donc sur les contrôles CRC, donc ça peut être dans le cadre d'un programme annuel, suite effectivement à un contrôle sur une collectivité. Ça peut être également suite à une délibération des conseils d'administration, des assemblées générales que vous transmettez à la préfecture pour information. Si effectivement la préfecture estime qu'une des décisions a un impact financier, elle peut effectivement saisir également la CRC. Est-ce qu'il y a d'autres cas de figure, maître, sur lesquels une CRC peut être saisie? Et je vais même être un peu tricky, mais est-ce que finalement, la haute autorité, par exemple, pour la transparence de la vie financière ou l'Agence française anticorruption pourrait saisir la CRC? Alors, ça ne va pas se passer de manière aussi, je dirais, officielle que ça, mais on va dire les organes de contrôle se parlent. Et dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien une CRC peut, je dirais, actionner la haute autorité de la transparence de la vie publique, l'Agence française anticorruption, le procureur de la République, et faire arriver à des situations parfois un peu compliquées. Moi, je vous donne l'exemple d'une situation que j'ai vécue cette année où j'assistais c'était une entreprise privée pour le coup, hein, donc qui était prise dans le spectre d'un contrôle CRC sur des questions de commande publique, et en parallèle, il y avait une enquête préliminaire. Les conseils à donner aux clients dans ces situations-là, ça devient extrêmement compliqué parce que quel est le degré d'imperméabilité entre les différentes procédures? Bon, c'est en soi une question. Il y a aussi un point que je voudrais quand même aussi souligner, c'est que alors, bien que j'avance en âge, je ne suis toujours pas paranoïaque, mais quand même, je pense que l'effet du référé de la Cour des comptes de 2019 a été un message qui a quand même été donné par la Cour des comptes aux chambres régionales des comptes à s'intéresser de plus près à l'ensemble des EPL. Dans un contexte où là aussi on va se dire les choses, Bercy avait assez mal vécu la loi Marseille. Et notamment assez mal vécu le fait que la loi Marseille soit une loi qui ne comprenne pas des dispositions sur le contrôle des EPL. Certaines des dispositions qu'on a ensuite revues
revenir lors de la discussion de la loi 3DS. Donc ça a créé un contexte qui fait que, Thierry a raison de le dire, ça a toujours existé, ces contrôles-là, mais moi j'ai quand même le sentiment de ce que je peux observer, c'est qu'il y a plus de contrôles d'EPL aujourd'hui qu'il y en avait par le passé, où en général les chambres régionales des comptes, bien sûr, faisaient un gros travail sur les collectivités territoriales, sur un certain nombre de leurs satellites, mais pas nécessairement sur les entreprises publiques locales. Alors là, moi je suis frappé, enfin je le vois autour de moi, du nombre d'EPL qui sont dans des procédures de contrôle depuis 2-3 ans, on va dire. Et je crois que c'est tout là le rôle de la fédération qui effectivement a décidé d'accompagner ses adhérents. On le verra tout à l'heure en conclusion à travers différents mécanismes. Monsieur Franqui, est-ce que vous avez vu des signes avant-coureurs, et je vais peut-être poser la question à tout le monde, de contrôle sur vos clients ou Des signes avant-coureurs, non. En revanche, vous évoquiez tout à l'heure dans quel cadre les contrôles sont intervenus. Alors, je me suis amusé à faire une petite recherche sur les 5 dernières années des contrôles de sociétés pour lesquelles nous sommes intervenus. Alors là, en l'occurrence, en tant qu'expert comptable, pour accompagner nos clients. Ça représente 10 dossiers. Vous évoquiez tout à l'heure un nombre qui résonnait chez moi. 10 dossiers, nous on suit, ça représente à peu près 10% des clients, 50 à 60 SEM SPL. 10, moi je trouve que c'est beaucoup. Alors parfois c'est la même entité, hein. Si je prends mon voisin, ça fait 3 dossiers, puisqu'il y a une SEM, une SPL, un GIE. Mais en l'occurrence, ça fait une dizaine de dossiers. Donc je trouve que c'est assez important et je me suis amusé à regarder, à voir un peu la photographie de ce panel. Et en fait, on trouve de tout. On trouve des grappes SEM, SPL, GIE, départementales, d'agglomération. On trouve une SEM départementale seule. On trouve une SPL d'agglo seule. Donc finalement, la taille importe peu. Et puis on la trouve aussi dans tous les secteurs, que ce soit des SEM d'aménagement ou des SPL d'aménagement, de construction, de promotion, de délégation de services publics, en gestion d'équipement ou en promotion du territoire. Donc j'allais dire qu'il n'y a pas de photographie de type de l'entité qui va être contrôlée. En revanche, ce qu'on a pu observer, c'est que souvent la collectivité de référence était contrôlée. Et que le cheminement arrivait naturellement vers les satellites et notamment les EPL. Alors, pour vous donner un ordre d'idée un peu plus précis sur les chiffres, puisque la fédération, on a effectivement analysé les différents rapports. Donc, depuis 2018, on est à peu près à une centaine de contrôles. Pour vous donner un ordre d'idée, alors 100, ça peut paraître énorme, mais il y a quand même 1376 EPL. On remet un peu en perspective cela, même si on sait que ça peut s'accélérer aujourd'hui. Donc, dans ces signes avant-coureurs. Alors, nous, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est une jeune société, on a été créé en 2009. À partir depuis 2014, je crois qu'il manque plus que le contrôle par l'Agence française anticorruption, mais on a tout eu. Donc, contrôle URSSAF, classique, inspection du travail, contrôle des délais de paiement, contrôle fiscal, contrôle CRC sur la période 2014-2019. Donc oui, quand on connaît tous ces contrôles, on se dit que la fois prochaine, ça sera effectivement la Chambre régionale des comptes. Et ça nous a peut-être aussi donné du temps pour se préparer à ce contrôle. C'est quelque chose d'important. Alors, c'est l'idée de cette séance, effectivement, de mieux se préparer à ces contrôles. Je pense que quand on dit que les EPL sont les plus contrôlés, font partie des structures les plus contrôlées, je pense que vous ne nous faites pas mentir. Et effectivement, on parle de contrôle AFA, mais qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais effectivement, il y a aujourd'hui des contrôles de l'Agence française anticorruption, tant dans le nord de la France que dans le sud, et sur des métropoles, et pour un des cas de figure sur effectivement les satellites. Oui, il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que le fait que certaines EPL soient contrôlées va amener à un retour du contrôle. Parce que ça veut dire qu'on va rentrer dans ce que connaissent bien les grandes collectivités, c'est-à-dire un contrôle périodique de la Chambre régionale des comptes. Et moi, j'imagine mal qu'une chambre
qui, à l'occasion d'un contrôle, auraient identifié un certain nombre de points critiques, ne se disent pas 5, 6 ou 7 ans après, tiens, j'aimerais bien voir, d'une part, où ils en sont, et deux, ce qu'ils ont fait de nos recommandations, indépendamment de ce que l'on évoquera tout à l'heure sur le suivi des recommandations. Mais je pense que, c'est peut-être pas un message d'un très grand optimiste, mais je pense que quand on a commencé à rentrer dans le cycle de contrôle CRC, c'est amené à se reproduire. Alors, je vais vous laisser le micro, finalement, ne le reposez pas. Je le garde. Quelles sont les grandes étapes, justement, de ces contrôles? Alors, les grandes étapes, de manière très, très schématique, ça commence par une lettre que le responsable de l'EPL reçoit en disant, voilà, nous avons décidé de faire un contrôle de vos comptes et de votre gestion sur telle période. Je vais vous interrompre. Le responsable, président, directeur général délégué, PDG. Mandataire social, c'est normalement à lui. Si la chambre ne sait pas trop, elle écrira à tout le monde. Moi, je l'ai vu faire une fois. Compris, vous voulez dire? Non, pas administrateur compris, mais président et DG, par exemple. Moi, j'ai déjà vu des cas où il y avait 2 courriers qui avaient été envoyés aux deux personnes. À partir de là, commence le contrôle. Alors ça, c'est un point qui est très important. C'est que à la question combien de temps dure un contrôle CRC, on va en parler après. oui, mais c'est important pour la suite. Parce que je préfère poser ce cadre-là. C'est comme dans le sketch de Fernand Reynaud, c'est un certain temps. Moi, j'ai connu des contrôles CRC qui duraient 3 ans. Parce que, par exemple, alors vous allez me dire que c'était des organismes qui faisaient des turpitudes incroyables. Non, mais alors, ce qui arrive très fréquemment, c'est le magistrat en charge du contrôle qui s'en va et qui est remplacé par un autre magistrat. Et alors, boum, c'est reparti pour un tour. Donc, quand on reçoit, ce que je veux dire, c'est que quand vous recevez la lettre, vous annonçant le contrôle, vous ne pouvez pas dire ça sera terminé dans 1 an, dans 18 mois, s'ouvre une période dont le terme n'est pas défini. Alors, je vais emprunter un terme à l'un des participants, mais quand on a préparé cette séance, ça m'a assez marqué. Donc, vous l'aurez compris, c'est un marathon. Et comme pour tout marathon, il faut savoir se préparer. Je pense que quand on n'a jamais couru et qu'on a envie de faire une course de 50 km, il y a un petit temps de préparation, et je crois que c'est l'objectif de cette table ronde. J'ai emprunté ce mot à M. Bessin. Je suis désolée, je rends à César ce qui appartient à César, mais j'ai trouvé que votre terme était... Donc, sur ces grandes étapes, on reçoit un courrier, on ne sait pas trop de temps, combien de temps ça va durer, mais les étapes suivantes, c'est quoi? Alors, il y a le contrôle proprement dit. Je pense qu'on reviendra sur le détail de ce qui se passe à ce moment-là. À l'issue de cette phase de contrôle, la Chambre établit un rapport d'observation provisoire qui est en réalité un premier rapport complet qui porte sur tous les points qui ont été contrôlés par les magistrats en charge du contrôle. Donc le rapport d'observation provisoire est à ce moment-là communiqué à l'organisme contrôlé et à l'ensemble des personnes qui ont été prises, qui ont été concernées par le contrôle, notamment par exemple les anciens responsables de l'EPL, si la période de contrôle couvre une période dans laquelle les responsables de l'EPL étaient les prédécesseurs de ceux aujourd'hui en place. Le rapport d'observation provisoire est donc communiqué. Les intéressés ont 2 mois pour produire leurs observations, négociables, sans grand succès en général, mais négociables. On peut quand même arriver à gratter 15 jours, surtout si, par exemple, le rapport d'observation provisoire vous est communiqué un 30 juin. Chose vue. Hein. Oui, j'ai eu un rapport d'observation définitive, on va y venir le 29 juillet. Donc, qui dit mieux dans la salle? Entre juillet et le mois de décembre? Non, personne? Donc, ensuite, 2 mois. Au bout de 2 mois, la Chambre reprend les observations qui figurent dans le rapport d'observation provisoire et établit le rapport d'observation définitive. Là encore, les textes ne donnent pas de délai. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un délai qui parfois est très long.
entre l'édiction du rapport d'observation provisoire et l'édiction du rapport d'observation définitive. Une fois le rapport d'observation définitive établi, il est recommuniqué aux mêmes, qui cette fois ont 1 mois pour faire un certain nombre d'observations qui seront des observations qui seront jointes à la publicité donnée au rapport d'observation définitive, qui seront d'une certaine manière les annexes du rapport d'observation définitive où la personne, l'EPL contrôlé, plus toutes les autres personnes concernées par le contrôle, exprimeront publiquement, de fait, leur avis sur le rapport et pourront dire mais là on n'est pas du tout d'accord avec ce que la Chambre a écrit. Mais sauf que là, ce qui est écrit n'a pas d'effet sur le travail de la Chambre. Une fois qu'elle a fait son rapport d'observation définitive, elle lève sa plume, elle ne retouchera pas, modulo, on y reviendra, des voies de contestation du rapport d'observation définitive, mais le rapport, à ce moment-là, ne bouge plus. Il doit être communiqué à la structure, à la prochaine réunion, vous dit le texte, du conseil d'administration ou conseil de surveillance selon l'organisation de la gouvernance de l'EPL. Et à partir du moment où le rapport a été communiqué, la CRC peut le rendre public. Ce qui, normalement, mais je pense que mon voisin évoquera le fait que sur ces mesures de publicité, il peut y avoir des variantes, normalement se traduit par une publication sur le site internet de la Chambre, et donc la possibilité pour tout à chacun de prendre connaissance du rapport et des réponses qui ont été apportées au rapport par notamment l'EPL contrôlé. On verra évidemment tout à l'heure comment procéder à des demandes en rectification. On va teaser un peu, mais là, sur une moyenne de durée de contrôle, Monsieur Bessin. Alors nous, il a duré 18 mois, en pleine période de confinement, avec des réunions de rendu en visio, dont une a duré 4 heures devant le président, moi-même et quelques personnes associées. Donc vous imaginez bien, à la fois j'évoquais le marathon, il faut aussi être très patient dans cette période du contrôle. Sur les signes avant-coureurs, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, il y a les contrôles des collectivités dans lesquelles ces mêmes collectivités peuvent être actionnaires. On a évoqué, nous, préalablement, c'est aussi pour ça qu'on s'était un petit peu préparé. On a eu 4 ou 5 contrôles fiscaux, on a eu l'URSSAF. On savait que comme il y avait des collectivités principales actionnaires chez nous qui étaient contrôlées, qu'on serait potentiellement dans le giron. Et puis après le contrôle, on a l'avantage d'avoir les extraits des rapports de la CRC qui prolongent le contrôle sur l'EPL d'opérations qui sont portées pour le compte des collectivités concédantes. Donc ça n'arrête jamais. Au final, on fait des réponses régulières. Ça avait commencé par un sujet de développement économique avec une collectivité régionale. Ça se poursuit là avec des communes sur lesquelles on a déjà apporté les éléments de réponse sur les mêmes opérations dans le cadre du contrôle qui nous intéressait. Mais comme le magistrat est parti à la retraite et c'est d'autres magistrats. Et nous, on a eu la particularité, alors on a reçu pareil, au mois le rapport d'observation définitive de mémoire le 5 janvier 2012. Et le rapport d'observation provisoire, il a eu la particularité d'être rédigé par le magistrat chargé du contrôle pendant 18 mois, qui s'était amusé à faire des tableaux, tu t'en souviens sans doute, on n'a toujours pas compris quelle était la nature de ces tableaux, ni de ces annexes, ni du sens, etc. Mais il s'était amusé à faire des tableaux sur des données financières, à les commenter. Donc on avait beau lui expliquer qu'on ne comprenait pas et qu'on ne pouvait pas répondre à ces tableaux, il les maintenait il l'a maintenu dans le rapport d'observation définitive, qui était... c'est un autre magistrat qui l'a finalisé, en fait, dans un délai très court. Et je crois, mais il y aura peut-être des témoignages complémentaires, il y avait une interrogation sur la pertinence de recommandations formulées par le magistrat qui avait pris le contrôle à la fin par rapport à celles qui étaient rédigées par le magistrat qui l'avait contrôlé. Donc une durée, effectivement, je crois qu'on n'en sort jamais, mais d'autres étapes sont importantes aussi à travers ce contrôle. On va y arriver. Donc là, on dit 18 mois, monsieur Massieu. Même cas de figure, nous, on est à plus de 24 mois. Même chose, hein, premier
premier rendez-vous donc juste avant le premier confinement. Et après, tout a été fait de manière dématérialisée. Donc là aussi, préparez-vous. Parce que les documents à produire en l'espace de 2 petits mois sont volumineux. Ça concerne tout, hein, les marchés publics, tous les rapports des conseils d'administration. Et quand je dis les marchés publics, hein, de la passation à l'analyse, l'attribution, etc., on va tout regarder, on en voit tout. C'est sur la partie des RH, c'est sur la partie finance, les déclarations de TVA, vous savez, dans les deux. On disait tout à l'heure, là, on a parté dans les concessions d'aménagement, c'est une déclaration par concession, etc. Donc c'est un gros travail. Et tous ces rendez-vous se sont faits par visio. Donc un magistrat et un instructeur qui ne se sont jamais déplacés sur le terrain. On nous fait d'ailleurs des observations sur la localisation, notamment d'une zone d'activité, en disant elle était éloignée des axes de communication, qu'elle était dans les champs, alors que j'ai une voie de chemin de fer, j'ai une rocade, etc. Mais ces gens-là, ils ne sont jamais venus. Donc, du coup, quid de la pertinence de ces observations? Mais j'y reviendrai. Mais voilà, 24 mois. Et puis, moi, je vous disais, un double contrôle. Donc, j'ai eu d'abord le rapport définitif de Chartres Aménagement et puis après celui de son agglomération. Après, c'est une question de stratégie quand vous avez un double contrôle. C'est-à-dire qu'on était très mécontents, mais j'y reviendrai, du rapport définitif. Voilà. Jusqu'où il faut aller, c'est la stratégie, mais j'y reviendrai. Juste un petit mot, et j'ai pas d'action dans le cabinet de Maître Le Châtelier, mais je pense que dès le départ d'un contrôle, c'est peut-être un investissement, mais prenez un avocat spécialisé, et dès le départ, et pas forcément à la fin du contrôle, là où il y a le rapport définitif. Je pense que c'est aussi un bon conseil. Il y a un coût, mais modeste par rapport à l'avantage que ça peut représenter. Mais voilà, plus de 24 mois de contrôle. Je pense que sur l'accompagnement, il y a aussi les cabinets d'experts comptables. Je pense que vous avez été aussi accompagné par des juristes, Oui, parce que nous, d'autres juristes dans la rédaction des rapports. Mais on nous, ce qu'on a souhaité dans nos EPL, hein, c'est que à chaque fois, ça soit un expert comptable indépendant, les commissaires aux comptes forcément. Donc déjà, on a ce degré, entre guillemets, de nous protéger, nous élus, présidents et directeurs. Alors on s'est fait accompagner effectivement pendant le contrôle, à la fois, et Marie le sait bien, par effectivement la Fédération des EPL, par la CET aussi, mais c'est indispensable. Non, bah si, parce que je vous laisse pas trop la parole, Monsieur Franqui. Merci. Bon, déjà, vous m'avez tendu la perche sur l'accompagnement financier. C'est intéressant pour nous, effectivement, en tant qu'accompagnateur toute l'année de l'entité, d'être présent pour répondre aux questions. Donc, il me semble qu'effectivement, un appui juridique et financier sont, me semble-t-il, indispensables, mais certains vont penser que je prêche pour ma paroisse. Sur la durée, je refaisais ce petit regard sur les 10 contrôles. Effectivement, jamais moins d'1 an, souvent 1 an et demi. Et puis pour l'anecdote, parfois ça ne se termine jamais, puisque vous évoquiez 3 ans, mais on a l'exemple pour une SEM qu'on suit depuis assez longtemps, et c'était un contrôle avant les 5 ans. Hein. Nous n'avons jamais reçu de rapport d'observation définitive, ni de lettre de clôture. Bon. Alors, il est sans doute fermé hein, depuis le contrôle, mais voilà, ça c'était pour l'anecdote. On reviendra peut-être sur les conseils pratiques pendant la durée après. Exactement. Ok. Moyenne, Thierry? Alors, je voudrais réagir effectivement sur le processus. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit par Maître Le Châtelier. Donc, c'est un peu un rapport d'étonnement parce qu'en fait, comme il l'a dit, on sait quand ça commence et on ne sait jamais quand ça va se terminer. Et alors, avec un deuxième facteur, c'est plus ça dure et du coup, plus la période s'allonge. C'est-à-dire que la période initiale de contrôle, puisqu'elle est notifiée très clairement en disant c'est de l'exercice temps à l'exercice temps. Peut-être que la période Covid a été un facteur de ralentissement ou finalement de prolongement des périodes, mais on s'est rendu compte dans certains contrôles de SEM dans lesquels Transdev est partenaire, ça peut durer 18 mois jusqu'à plus de 5 ans.
prenant en compte la décision, la procédure en rectification dont on parlera tout à l'heure. Donc ça, ce facteur temps, mais je crois que tout le monde l'a mentionné, outre le fait que même si on pense qu'on est préparé, on est préparé en théorie, mais on n'est pas préparé dans la pratique en réalité. Puis tout dépend aussi des sujets qui sont inventoriés, des périodes de contrôle, des périodes auxquelles on reçoit les rapports d'observation provisoire et ensuite d'observation définitive, et avec aussi une particularité, mais là je reprends encore une fois ma casquette de partenaire minoritaire de SEM, c'est que plusieurs anciens mandataires peuvent être sollicités selon la période. Des membres de la collectivité directement peuvent être consultés. Les actionnaires privés, le ou les actionnaires privés peuvent être sollicités, chacun recevant des extraits. Donc je reviens, je l'avais déjà mentionné tout à l'heure, mais je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder. Donc même si on est préparé, l'economics par essence, c'est le partenariat public-privé, on se retrouve dans une situation, pour des questions de temporalité, on a des mandataires qu'on a connus ou pas, il y a des personnes qui étaient présentes ou pas, des changements, le cas échéant aussi d'actionnaires. Donc on est sur des procédures qui peuvent effectivement durer très très longtemps. Voilà. Donc il y a des règles assez précises en matière de contrôle, mais en matière de durée, ça serait presque non pas une conclusion, mais ce serait presque un souhait de se dire on aimerait bien quand même avoir des termes un petit peu précis. Alors avant qu'on rentre un petit peu dans comment on se prépare à ce marathon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des réactions? Alors je vous propose, c'est un petit jeu. Qui vous êtes? Quelle société vous représentez? 1, 2, 1, 2. Ah oui. Bien, bonjour à tous et à tous. Donc Jean-Paul Kaplanski, directeur juridique à la SPL Soleam sur Marseille. Donc contrôlé 2 fois à travers 2 entités, SEM et SPL. Et j'ai apprécié que les délais que la Chambre demande dans les réponses soient précisés. Et je m'étonne que dans une logique de contradictoire qui n'est absolument pas respectée, la Chambre n'ait aucun délai, elle, pour répondre. Et effectivement, j'ai fait partie aussi des bizutés qui ont dû avoir à répondre durant les étés, puisque que ce soit sur l'Europe ou le ROD, c'est généralement envoyé entre juin et fin juillet, ce qui met quand même les équipes à rude épreuve, puisqu'on n'est pas tous là pour pouvoir répondre. Donc il y a quand même un côté assez étonnant d'une entité qui a vocation à faire progresser le niveau de contrôle. Là, il n'y a pas de souci, on est tous d'accord avec ça, mais qui elle-même n'a aucune procédure et qui s'octroie des délais comme ça un peu infinis. Voilà, c'est une vraie source d'étonnement. Il n'y a rien à faire? En l'état des textes, non. Dans le sens où, effectivement, il y a aujourd'hui, j'ai pris soin de le rappeler tout à l'heure, les seules obligations de délai, c'est sur les délais de réponse au rapport d'observation provisoire et au rapport d'observation définitive. Il n'y a pas d'élément d'encadrement temporel de la procédure. Et je le rappelle, c'est vrai qu'il y a dans la description de la procédure de contrôle beaucoup de choses qui s'apparentent au respect du contradictoire, sauf que comme on n'est pas dans une procédure juridictionnelle, c'est un moyen qu'on ne peut pas complètement pousser jusqu'au bout, puisque dans ces cas-là, on nous répond oui, mais c'est pas juridictionnel. Donc il n'y a pas ce type d'obligation. Je pense quand même que, vu l'importance que prennent ce type de contrôle, il ne serait pas complètement incongru que le législateur se repose un certain nombre de questions et vienne encadrer dans un certain nombre de délais, un certain nombre de phases. Je pense, parce qu'on l'a évoqué, plusieurs intervenants l'ont évoqué, il ne serait pas grave, et je ne suis pas certain que, dès lors qu'on ne dit pas que c'est 3 mois, bien sûr, je ne pense pas que ça perturberait ou entraverait le travail légitime de contrôle des magistrats des chambres régionales des comptes. J'y vois une belle opportunité d'action politique, en tout cas. Monsieur Borloo, je vous en prie. Pascal Boulot, Sémitane, les transports publics nantais.
On a eu d'abord, en termes de délai, une annonce de contrôle qui n'est jamais venue. Apparemment, le magistrat avait des graves problèmes de santé. C'est pas très drôle pour lui, mais c'est vrai que ça a plongé la société dans une angoisse pendant 3 ans, je crois, avant qu'on se rende compte qu'il ne viendrait pas ce coup-ci, parce que c'est venu quand même ensuite. Et c'est venu ensuite à la fois dans le cadre non loin d'un contrôle de Nantes Métropole qui était consacré à la recherche des externalisations. C'est-à-dire qu'il faisait tout le tour des SEM pour voir où Nantes Métropole avait planqué de la dette. Hein. C'était, grosso modo, c'était ça l'objectif. Et heureusement, ils n'en ont pas trouvé. Et puis également, dans le cadre je pense que d'autres SEM de transport ont été vérifiés sur la même période. Et ça correspond à ce que vous disiez. Il y a des programmes qui, là, moi, me semblent plutôt intéressants et pertinents, hein, parce que ça fait un benchmark fait par l'État. Pour une fois que l'État fait quelque chose pour nous, c'est plutôt sympa. Mais on s'est heurté dans ce contrôle à un magistrat qui était dans la droite ligne de Bercy, de la Chambre régionale des comptes, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les collectivités locales sont suspectes et elles dépensent trop d'argent. Et il nous a fait un rapport avec des erreurs d'analyse factuelle, mettant en cause la productivité de la Sémitane, dont je m'honore de dire qu'elle est un des 3 réseaux les plus productifs de France. Mais non, il avait trouvé des éléments qui tendaient à démontrer le contraire, et il nous a donné d'excellents conseils. J'ai la chance, comme le collègue de Chartres, d'assurer aussi les finances de la ville et de la métropole, d'excellents conseils sur le rythme de nos investissements. Il nous a dit que peut-être nous devrions ralentir un peu, acheter moins de tramways, renouveler notre flotte de bus un peu plus tardivement, et qu'en tout cas, il s'inquiétait sur des choses qui ne relevaient en aucun cas du contrôle de la légalité de l'ensemble des opérations sur lesquelles il n'a heureusement rien trouvé. Et moi, c'est ça qui m'inquiète le plus dans cette dérive des chambres régionales des comptes, c'est leur appréciation de plus en plus sur l'opportunité des politiques, l'opportunité des dépenses, au regard d'un dogme qui est qu'il faut dépenser moins. Et que notamment, puisque l'État est incapable d'avoir la moindre discipline en la matière, il transfère ça gentiment vers la collectivité locale et vers leurs outils, y compris les SEM. Donc on a eu cette orientation qui, je crois, est assez typique dans la période. En fait, c'est effectivement ce qu'on constate, des jugements d'opportunité. Tout à l'heure, en introduction, quand je parlais d'acculturation, EPL ou CRC, vous l'aurez compris, on peut en attester aujourd'hui. Donc finalement, dans cette préparation de ce marathon, sachez déjà qu'on connaît à l'avance les points que les CRC vont venir contrôler. Si les jugements varient, ou en tout cas les positions varient d'une chambre à l'autre, on est certain qu'ils vont venir vérifier, en cas de la création de l'EPL et ses conditions, la pertinence de ce modèle. Évidemment, le sujet préféré, la régularité de l'objet social, activité complémentaire, pas complémentaire, compétence ou pas des collectivités territoriales, fonctionnement des organes sociaux, le statut des élus et tout ce qui va être s'entourer, la nomination, les rémunérations, les déclarations auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie financière, sur les dirigeants, les conditions de nomination, l'organisation de la gouvernance, PDG, DG, président, directeur général, la transmission évidemment de vos actes au contrôle de légalité ou à la préfecture pour information, une analyse des risques, l'actionnariat, la transparence de l'information, une analyse des comptes, de vos investissements, de la commande publique, de la gestion de votre métier. Donc on a effectivement, on vous en parlera, on sortira, la fédération en tout cas publiera un guide, mais on connaît déjà d'avance les points sur lesquels ils vont venir vous contrôler. Donc dans cette préparation de ce marathon, sachez que s'ils viennent, les points sont bien identifiés. Donc ça peut être l'occasion, et là c'est plutôt le point positif, et c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui cette table ronde, de se dire, tiens, quand je vais rentrer après le congrès des EPL, je vais peut-être commencer à regarder si effectivement, au niveau commande publique, je suis bien en règle,
si effectivement au niveau de ma gouvernance, j'ai bien toutes mes délibérations, si je transmets bien mes délibérations du conseil d'administration, du CA et de l'AG dans un délai d'1 mois, nouveau délai, je vous le rappelle. En tout cas, tous ces petits détails-là. Donc aujourd'hui, dans cette préparation de ce marathon et dans les actions à mener lors de ce contrôle, et surtout j'ai envie de parler de posture à tenir, comment vous vous êtes organisé en fait en interne? Parce qu'on voit 18 mois, 24 mois, 36 mois, comment on fait pour maintenir les équipes? Comment on organise les équipes? Vous avez parlé, effectivement, il y a un problème d'archivage puisque tout est dématérialisé, la liste de documents est très importante. Comment vous vous êtes organisé, Monsieur Bessin? Enfin, on fera tous les participants, mais concrètement, comment? On avait un peu anticipé. Donc, on avait mis en place un certain nombre de process et de procédures visant à anticiper sur ces signes avant-coureurs. Sur les signes avant-coureurs, on avait les contrôles fiscaux, les contrôles d'URSSAF. Donc, en matière d'archivage, Jean Le Tutour, ici présent, avait déjà préparé un certain nombre de choses. Mais la difficulté de se préparer, c'est aussi le contrôle à contre-temps, puisque le contrôle a démarré en juin 2018 et il portait sur la période 2015-2020, sans prendre en compte l'évolution réglementaire et législative qui avait pu se traduire par des différents textes. Donc, on a beau anticiper, on a beau se préparer, on tombe aussi dans un contexte particulier que méconnaissent les magistrats de la CRC. Par ailleurs, ils ne connaissent pas les EPL, on se l'est dit. Ils ne connaissent pas la plus-value de l'économie mixte, on se l'est dit. Ils ne connaissent pas non plus le droit des sociétés. Et ça, c'est un point important parce qu'on a beau, nous, se préparer, archiver, classer, identifier un certain nombre de choses. Et c'est la raison pour laquelle, Sébastien l'évoquait tout à l'heure, on s'est organisé assez pratiquement. Une fois qu'on essaye de structurer les choses, on a des réceptions du courrier. J'ai organisé une réunion avec un avocat, avec l'expert comptable, avec le DAF et les directeurs opérationnels pour leur dire, bon, maintenant, on savait que ça arrivait, c'est arrivé, maintenant on s'organise. On désigne un interlocuteur unique. Un interlocuteur unique qui est celui qui est en charge de répondre aux questions et en outre de prendre le temps de déposer 3 à 4 000 documents sur la plateforme de la CRC. Parce que c'est ce que vous disiez, on est sur des masses documentaires impressionnantes. Donc on essaye aussi de serrer, en ayant cet interlocuteur unique, de sécuriser les réponses. Parce que le piège de la question, l'interlocuteur à qui on pose une question, la même question à un autre pour recroiser les choses. Donc là, un interlocuteur unique et interdiction de répondre à tous les autres, sauf à celui-ci. De faire en sorte que ça soit tracé par écrit. Ce qui est le cas, souvent, il pose un certain nombre de documents sur la plateforme, ils nous préviennent et c'est comme ça. Donc la préparation est indispensable. L'interlocuteur unique, il a aussi, faut à la fois être patient, écouter même le compte-rendu des vacances, en tout cas avec celui qui nous a contrôlés, pour pouvoir être dans une certaine empathie pour éviter la méchante humeur ou une critique qui serait mal entendue, mal comprise ou interprétée. Donc il faut faire preuve de diplomatie, sans pour autant, moi je le disais lorsqu'on a évoqué, il ne faut pas avoir peur du contrôle. Le contrôle en démocratie, il est légitime. La question, c'est l'organisation de ce contrôle, la légitimité du contrôle, et certains, je pense, iront jusqu'à dire qui contrôle qui, et comment on contrôle les contrôleurs. Ça, je laisserai Yann partager cette expérience. Mais ça veut dire aussi en interne, et j'en conclus par là, il faut aussi que les opérationnels, il faut informer les opérationnels, et il faut aussi informer les instances. L'une des choses que moi j'ai faites avec cette problématique de la confidentialité, mais cependant, les instances, c'est des élus, ils ont des responsabilités que même en tant que mandataire social, je n'ai pas. Il faut rendre compte régulièrement de l'état d'avancement du contrôle, sans pour autant écrire dans le PV des CA un certain nombre de choses. Mais il faut partager l'information, parce que là aussi,
ça permet de faciliter la lecture qu'il y aura du rapport d'observation provisoire et des rapports d'observation définitifs. Le magistrat avec son assistant, ils ont certes plein de pouvoirs, mais enfin, moi, je n'ai pas vécu ce que vous avez vécu les uns et les autres, avec le droit de réponse qui n'est pas pris en considération. Mais vraiment, c'est une organisation interne qui justifie à la fois de partager de l'information, d'éviter que trop de personnes s'en occupent et de vérifier, compte tenu que ça porte sur des opérations anciennes, qu'il peut y avoir eu des responsables différents, qu'eux-mêmes n'iront pas dire un peu n'importe quoi. Donc ça nécessite aussi de prendre contact, de partager de l'information, et après, chacun est responsable de ce qu'il a à dire de la période qui était celle où il était en responsabilité. Alors, Monsieur Franqui, finalement, parce qu'on parle là beaucoup de gouvernance, un peu de questions juridiques, mais sur la partie plutôt aspect financier, comment on se prépare? Alors, effectivement, je rejoins l'idée un peu de la task force, en fait. C'est de mettre en place dès le démarrage une équipe avec effectivement le rôle de chacun à l'intérieur de cette équipe, et puis la nomination j'allais dire de la personne ressource, puisque lorsque vous devez déclarer cette personne sur le site, enfin le serveur dédié sur lequel vous allez déposer ces pièces. Et là, j'en arrive à des sujets qui sont vraiment des sujets qui embêtent un peu nos clients, qui est celui de la préparation du contrôle par une gestion des documents efficace. En fait, la gestion des documents efficaces, elle existe même avant les contrôles. On est sur des sujets qui sont tout à fait classiques de la GED, parce que vous savez que ce sont uniquement des documents numérisés, qui vont nécessiter de s'assurer qu'il y a une exhaustivité des documents sur votre GED, qu'elle soit sur une arborescence du réseau ou sur un outil de GED, s'assurer que c'est une arborescence efficace avec un classement pertinent. Parce que lorsque vous avez une demande, par exemple de nous, de 10 pièces, ça va, mais quand vous avez 2 ou 3 000 pièces, vous pouvez perdre, non pas des heures, mais des jours de travail à récupérer les données au sein des équipes. Et là, je rejoins tout à fait Olivier, des équipes financières et opérationnelles, puisqu'il s'agit principalement de documents liés aux opérations. Un référencement efficace, là aussi. Ce sujet est vraiment important dans l'anticipation parce que ce recueil des documents, ça peut vraiment être une souffrance pour la personne qui est en charge de... On est sur des montants qui sont... Enfin, des nombres de documents gigantesques. Pour moi, je ne vois pas d'autres endroits, d'autres moments où on transmet autant de documents sur la vie de l'entreprise. Donc, en résumé, une bonne organisation informatique avec un système d'archivage qui soit déjà pertinent. Exactement. Et juste pour conclure, sur la réunion contradictoire, il y en a assez peu. Tout à l'heure, j'entendais marathon. Prenez pas de rendez-vous après une réunion contradictoire. On sait à peu près jamais quand ça va se terminer. Ces réunions, c'est pour l'anecdote. C'est l'anecdote, mais c'est vrai. Ça dure très très longtemps si on veut aborder tous les sujets qui sont importants pour nous, parce que ce sont des sujets sur lesquels il va falloir apporter des réponses. Donc on ne peut pas faire l'économie d'arrêter la réunion avant d'avoir abordé tous ces sujets. Maître Le Châtelier, dans quel conseil finalement sur également la rédaction de ce rapport? Enfin, je sais que vous êtes avocat, mais faut-il apporter des réponses qui soient très juridiques? Faut-il apporter des réponses qui soient didactiques et pragmatiques? Alors, je sais que les juristes, on peut défendre notre territoire, mais c'est une vraie interrogation que j'ai finalement. Je pense que ça a été déjà évoqué à plusieurs reprises. Dans les réponses à apporter, il y a un vrai travail de pédagogie. Le magistrat qui contrôle votre entreprise, quelles que soient ses qualités propres, c'est pas forcément un bon connaisseur, par exemple, de votre métier ou de votre secteur d'activité. C'est pas forcément quelqu'un qui, ça a été évoqué, est très familier des questions du droit des sociétés. Et donc, je pense que le travail de pédagogie et d'explication est un travail qui est extrêmement important. Il y a un point sur lequel je voudrais juste revenir qui a été évoqué, parce que tout ce qui a été dit sur la conduite de contrôle est tout à fait pertinent et adapté. C'est vraiment attirer votre attention sur un point,
c'est avoir une traçabilité complète des documents qui ont été transmis à l'occasion du contrôle. Parce que d'expérience, quand on est en réponse au rapport d'observation provisoire, on se pose la question de savoir si le magistrat a omis de consulter une pièce qui a été transmise, et donc du fait qu'il écrit une grosse bêtise dans son rapport parce que la pièce ne lui a pas été transmise, ou on est dans une situation où la pièce lui a bien été transmise, il ne l'a pas forcément comprise. Et donc ça, c'est un point important. Et moi, je le dis parce que périodiquement, ça m'est arrivé avec des clients, c'est qu'on n'avait pas une vision sûre à 100% de ce qui avait été communiqué à la Chambre régionale des comptes. Alors, je vous rappelle quand même qu'en termes de procédure, monsieur évoquait qu'il n'y avait pas grand-chose pour protéger les gens contrôlés. Il y a quand même une disposition importante, c'est que vous pouvez demander à consulter auprès du greffe de la Chambre l'ensemble des pièces qui figurent au titre du contrôle. Et ça vous permet parfois de recroiser avec ce que vous avez envoyé. En général, on vous donne un ou plusieurs disques durs dans lesquels vous avez la totalité des informations qui ont été transmises, et ça permet de faire ce pointage. Mais j'attire votre attention parce que souvent, on est confronté à cette difficulté dans l'écriture des observations, rapports d'observation provisoire. Plouf, plouf. Alors peut-être juste pour rebondir sur ce que vient de dire Gilles à l'instant, je vous ai dit tout à l'heure, les actionnaires privés reçoivent simplement un extrait, et donc peuvent évidemment commenter, faire leurs observations sur l'extrait. Et on a sollicité, dans le cadre d'un contrôle à ce stade-là, on a sollicité auprès du greffe du tribunal la possibilité de consulter les documents, parce que justement, on était plutôt dubitatif sur des points qui étaient mentionnés dans le rapport. Et là, curieusement, on a eu accès à tous les documents de la procédure. Donc il y a un petit paradoxe ou une incongruité, on pourrait dire. Donc le juriste qui est parti à la Chambre pour récupérer le document, donc il a pu les consulter sur place, et on lui a donné effectivement le support numérique avec l'ensemble des documents de la procédure transmise à la société, alors que dans le courrier qui nous avait été adressé, il a été expliqué que de toute façon, on n'avait surtout pas à avoir accès à l'ensemble des documents qui ne nous concernaient pas. Voilà, petite observation au passage. Donc c'est très important de solliciter un rendez-vous au greffe, parce qu'en général, on l'obtient. Alors, dans cette préparation, Monsieur Maslu, quelle relation finalement, parce qu'on parle de confidentialité, mais quelle relation avec la collectivité dont vous êtes issu Mais nous, ça a été un petit peu plus facile puisqu'on a eu ce double contrôle. Donc voilà, mon actionnaire principal, c'est à la fois la ville de Chartres et l'agglomération, donc la même personne, voilà, aux commandes de ces deux collectivités. Puis je vous dis moi-même par rapport à mes fonctions, donc tout ça, on a été, voilà, on a travaillé en étroite collaboration avec mon directeur Chartres Aménagement, mais la directrice générale des services aussi de communes, donc à la ville et l'agglomération. Je rejoins à tout ce qui a été dit sur l'archivage, parce qu'on parlait tout à l'heure de la durée du contrôle. Effectivement, plus de 24 mois, mais entre le moment où vous recevez la lettre et puis la fin, on va dire, opérationnelle, premier rendez-vous de restitution du magistrat, nous, ça a été 4-5 mois, quoi. Donc, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas tous ces documents en dématérialisation, etc., ça peut être très, très compliqué. La transparence aussi, on l'a évoqué. Transparence vis-à-vis de nos actionnaires. Nous, je suis dans une société d'aménagement, j'ai une vingtaine d'actionnaires, voilà, des petits actionnaires. Dès le départ, les informer, parce qu'eux aussi, dans le cadre de la procédure, peuvent recevoir aussi les courriers du magistrat et apporter aussi des réponses à ce courrier. Donc là, si vous n'avez pas un travail, vous n'êtes pas en proximité, ou si vous n'avez pas communiqué dès le départ du démarrage du contrôle, ils peuvent être surpris. Oui, nous, on a été transparents. Rapport définitif, on s'est rendu avec mon directeur dans toutes les collectivités actionnaires, dans les conseils municipaux, pour faire, on va dire, la restitution de ce rapport définitif, parce que pour nous, c'est aussi, quelque part, quand on fait ça, j'en ai dit tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur. Certes, il ne faut pas avoir peur, mais c'est la différence entre un contrôle et un audit. Contrôle, moi j'étais dans le privé, contrôle fiscal, bon voilà, la sanction peut tomber, voilà, redressement, voilà, TVA, etc., j'en passais des meilleurs. L'audit,
c'est la recommandation, c'est le conseil. Mais quand vous êtes contrôlé de 2014 à 2019, que vous avez votre rapport qu'en 2022, voilà, il s'est passé du temps, quoi. Et d'ailleurs, le magistrat en question se permet même de me faire des recommandations sur la loi 3DS, alors qu'entre 2014 et 2019, il n'y avait pas de loi 3DS et encore moins de décret d'application. Donc c'est toute la limite. Effectivement, c'est toujours le rappel de la rétroactivité des lois. Et ça, c'est un principe de droit. Et là, on est dans un autre registre de cours que l'on peut donner à la faculté. Moi, j'ai envie de revenir juste un petit rétropédalage. Maître, vous recevez une lettre qui vous dit que le contrôle sera sur telle période, et il s'avère qu'en cours de contrôle, on a une modification de cette période. Est-ce qu'il y a un recours ou est-ce que la période qui est contrôlée est-elle fixe ou pas? Non, parce qu'encore une fois, on est dans une procédure qui est très, très, très souple, si je puis dire. Moi, ça m'est arrivé une fois d'ailleurs que, alors, ça a été décrit précédemment. C'est, je dirais, la durée du contrôle qui s'étend par la période contrôlée qui s'étend par la durée du contrôle. Mais moi, il m'est arrivé même une fois qu'un contrôle ait été décalé dans le temps, c'est-à-dire qu'on est allé prendre 2 ans avant. Pourquoi? Parce que quand le magistrat a commencé sa mission, il s'est interrogé sur une ou 2 opérations qui avaient été lancées avant la période initiale du contrôle donc il voulait avoir en gros la compréhension des raisons qui avaient justifié qu'il soit procédé de cette manière-là à cette opération. Donc c'est quelque chose qui peut aussi être en soi mouvant. Et comme ça a été décrit, effectivement, au fur et à mesure que le contrôle se déroule, on se retrouve dans une période étendue avec des vrais problèmes d'évolution de la règle de droit pendant la période considérée. Parce que les obligations qui peuvent peser sur vous peuvent changer pendant la période contrôlée, ce qui en soi est un élément de difficulté. Alors sur cette préparation de marathon, je crois que ce qu'on peut retenir, c'est un archivage, ou en tout cas une gestion informatique de ces dossiers, une task force, un seul interlocuteur unique, des réponses pédagogiques. Et là, on sort d'une période de Covid, mais je crois que quand les magistrats se déplacent également, pour l'avoir déjà vécu en accompagnant une EPL, le fait de donner un bureau n'est pas si anodin que ça. C'est-à-dire que lors d'un contrôle, on avait, je vais parquer un peu les magistrats dans un tout petit bureau, et je dois avouer qu'ils ne l'ont pas très bien pris. Et je pense que les conditions d'accueil, s'ils viennent en physique, donner leur un bureau, ça peut paraître bête, ça peut paraître idiot comme conseil, mais ça l'est pas tant que ça. Faites en sorte que leurs conditions de travail soient quand même quelque part, même si on aurait la tentation de les mettre au sous-sol pour certains, éviter le sous-sol. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sur ces retours de bonnes pratiques, est-ce que dans la salle, certains, vous voulez partager le truc, ce qui a bien marché? Ou moins bien marché, mais on va rester dans le positif. C'est les petits trucs pour aider les autres. Hélène Clédavagne, directrice générale de la SEM et de la SPL de Nanterre, ainsi que du groupement d'employeurs. On est en plein contrôle de la Chambre régionale des comptes. On s'y attendait puisque la collectivité avait été contrôlée, de même que l'établissement public territorial. Donc il n'y avait pas de surprise. On s'y était préparé dans la mesure du possible. Il y a toujours des limites. Effectivement, les conditions d'accueil sont, je pense, très importantes et ça a été souligné par nos 2 contrôleuses. Moi, j'ai eu une surprise. C'était pas mon premier contrôle, mais le deuxième. Il y a eu une demande de la part de la contrôleuse d'avoir. C'est un contrôle orienté opération d'aménagement, comme pour beaucoup d'EPL en Ile-de-France aujourd'hui. Et il y a eu une demande d'entretien individuel avec les chefs de projet des opérations d'aménagement. Ce qui m'a un peu déstabilisée parce que je n'avais pas connu cette demande précédemment. Je ne sais pas si c'est une demande que les uns et les autres vous avez eue, mais du coup j'ai été amenée à répondre favorablement, entretien sans présence de la hiérarchie.
Et donc la traçabilité que vous évoquiez des documents et surtout des informations qui sont communiquées, on ne l'a plus. Alors, Maître Le Châtelier va me corriger, mais aujourd'hui, ces demandes d'audition, et merci Hélène, parce que ça me permet de faire la transition, justement, qui était la question suivante, qui est comment ça se passe sur les auditions. Aujourd'hui, quand vous avez des collaborateurs qui sont effectivement auditionnés, la présence du dirigeant, pour moi, est indispensable, et je pense que la Cour ne peut pas, la Chambre, pardon, ne peut pas vous le refuser, mais on va peut-être voir avec Maître Le Châtelier, mais effectivement, la traçabilité et le discours qui peut être tenu est un véritable problème, et justement, cette gestion des auditions par la Chambre est à avoir, sachant qu'ils peuvent auditionner vos salariés comme votre commissaire aux comptes. Oui, alors là-dessus, en termes de juridique, la règle est claire. C'est-à-dire que le code des juridictions financières permet aux magistrats qui font le contrôle d'auditionner toutes les personnes qu'ils souhaitent. Donc, ils sont en droit de demander d'interroger votre responsable marché, votre responsable RH, sur le mode de fonctionnement, le mode d'organisation, telle ou telle opération. Ce que ne dit pas le code, c'est les conditions matérielles. Je crois que, enfin, moi en tout cas c'est mon point de vue, il est de bonne pratique de demander dans cette situation-là à ce que la hiérarchie soit présente. Le dirigeant soit là. Au moins pour écouter. C'est-à-dire pas forcément pour intervenir ou corriger, parce que ça c'est pas forcément du meilleur effet, mais en tout cas pour savoir ce qui se dit, parce que ça me paraît être un élément qui ne doit pas prêter vraiment à débat sur les éléments de traçabilité du contrôle. J'en profite pour ajouter un petit point. Oui, en général, mettre à disposition un bureau des contrôleurs, il faut le faire. Oui, il faut éviter de le mettre dans l'annexe pas chauffée ou dans la cave inondée. Il y a des tentations là-dedans. Oui, et la tentation peut être forte. Surtout au bout de quelques semaines de contrôle. C'est de déménager le contrôleur. Donc ça, évitez. Maintenant, il faut être quand même très conscient du fait que quand vous avez un magistrat qui va être là à temps complet, 2 ou 3 jours par semaine, il va bénéficier de l'effet cafétéria. Et ça, la traçabilité de l'effet cafétéria, je crains qu'il soit très difficile. Pour parler clair, si un de vos salariés a des difficultés et se dit c'est le bon moment pour régler des comptes avec mon employeur, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Vous allez me dire c'est vraiment le petit bout de la lorgnette, mais hélas, parfois, il y a des choses embêtantes qui peuvent se passer par le petit bout de la lorgnette. C'est la raison pour laquelle j'ai conseillé à INSEM d'acheter une machine Nespresso et de la mettre dans la salle de réunion des magistrats, afin que la salle, la cafétéria ou la machine à café soit strictement réservée aux salariés. Comment ? Maître Seban, vous êtes taquin. Donc, pour un petit peu avancer sur lors de ces auditions, puisqu'on a les salariés, mais on a aussi les anciens dirigeants, quel retour d'expérience vous pouvez nous faire, Monsieur Masselu, et puis dans l'ordre, Olivier, et puis dans l'ordre un peu toute la table ronde ? Notre cas précis, jusqu'aux auditions, tout s'est bien passé, y compris à l'entretien de fin de contrôle. On a vécu ça régulièrement. J'ai eu plusieurs contrôles, CRC, ville, agglomération, etc. Les entretiens se passent toujours bien. C'est après que ça se gâte au moment de la rédaction. Et là, vous dites qu'est-ce qui se passe pendant cette période. Pourtant, on les a bien reçus, à distance, donc c'était plus facile pour nous. Même si j'ai un peu la tentation, moi aussi, d'être un peu sévère avec ces personnes. Quand je dis un petit peu sévère, voilà, peu importe les conditions d'accueil, je suis persuadé que de toute façon, à partir du moment où ils veulent, entre guillemets, excusez-moi l'expression, vous allumer, de toute façon, quelles que soient les conditions d'accueil, ils le feront.
Et d'ailleurs, d'un contrôleur à l'autre, on le voit en matière d'expertise comptable, de contrôles fiscaux, de toute façon, suivant les contrôleurs, des fois, le résultat peut être complètement différent, même d'un département à l'autre. Et c'est très différent du sud, du nord de la France, d'ailleurs. Mais bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, faut faire attention sur ces auditions. Nous, on a été très perturbés. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé entre l'audition finale effectivement, et la rédaction du rapport provisoire. Voilà, alors je ne sais pas comment ça se déroule en interne, effectivement, au niveau des chambres, mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Ouais. Monsieur Bessin, merci en tout cas. Nous, on a eu peu d'auditions, d'abord parce qu'on était en période de Covid, donc il n'est pas venu sur place peut-être une fois. Et on ne lui a pas mis de salle à disposition. On a fait un rendez-vous dans mon bureau et je lui ai offert un café. Je crois qu'il l'a refusé. Ça pouvait l'énerver, je ne sais pas. En fait, l'audition, moi, ce que j'ai retenu, c'est plutôt de la présentation du rapport d'observation provisoire. Parce que, on se le disait en aparté, mais Sébastien a des choses à dire, il a surtout cette base documentaire à analyser. Donc c'est d'abord et avant tout, il plonge, et puis de temps en temps il a des questions, et c'est là où l'interlocuteur unique est utile, il sert de filtre. Et il apporte éventuellement des éléments de réponse, et il demande surtout, je le répète, une question écrite pour une formalisation qui évite, je pense, aussi des interprétations. Sur le rapport d'observation, parce que je n'ai pas vécu d'audition, donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'ailleurs qui se passent. Quantitativement, j'entends, on en a au moins une au début, peut-être une avant le rapport d'observation provisoire et une, même pas, on n'a pas eu d'audition conclusive avec celui qui a signé le rapport d'observation définitif. C'est plutôt sur comment, et ça c'est un vrai sujet qui n'est pas que juridique, c'est comment on peut éviter les erreurs d'interprétation qui se traduisent dans des documents qui sont annexés, et on aura sans doute l'occasion de revenir sur ceux qui lisent les rapports de la CRC en premier, en particulier les journalistes. S'il y en a ici, on peut vous dire qu'il faut aller jusqu'aux réponses, pas simplement s'intéresser à la synthèse qui est publié sur le site de la Chambre. Donc, et sur le rapport d'observation provisoire, là, je pense qu'il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps parce que des opérations complexes d'aménagement, comme ils ne vont pas sur le terrain, c'est un fait, puis Google n'était pas à jour. Donc, ils n'ont pas vu qu'il y avait une desserte sur la zone d'activité dont vous parliez. Il faut effectivement prendre du temps, faire preuve de patience, de pédagogie. Et je le répète aussi, si on sensibilise les collaborateurs, éviter que ce soit eux qui répondent. Parce que la problématique, peut-être pas de l'effet cafétéria, mais je vais dire quelque chose dont je ne sais pas comment et à qui je m'adresse et dans quel cadre, ça sécurise tout le monde de dire que blackout total sur l'échange avec le magistrat. Et sur les lettres d'observation, peser ces mots, effectivement, être accompagné juridiquement, c'est jamais inutile. Et en même temps, essayer de rappeler le sens de tout ça, parce que ça renvoie quand même à la méconnaissance toujours de magistrats du rôle des missions de l'économie mixte. Et il faut toujours le rappeler. Toujours le rappeler, c'est Sisyphe avec eux, en fait. Monsieur Franqui ? Oui, je compléterai simplement, pour pas faire de la redite, que pour moi, un contrôle, c'est surtout un contrôle en chambre, hein, de ce que j'ai pu voir. On a assez peu de moments partagés. C'est surtout un contrôle sur la base de documents, d'où la difficulté de l'acculturation, en fait, puisque on a une analyse sur des documents qui sont transmis, et malheureusement, on a parfois des difficultés d'interprétation ou des interprétations inopportunes qui aboutissent à une rédaction d'articles qui sont intégrés dans le rapport et qui finalement sont fondés sur une mauvaise analyse au démarrage quelquefois. Je ne dis pas qu'elles le sont toutes, hein. Parfois les analyses sont bonnes, mais finalement il y a assez peu d'échanges pendant la procédure. Si vous me permettez, puisqu'il y avait un petit retour sur la rédaction du rapport, et je voulais apporter quelques précisions sur le temps nécessaire à la rédaction de ce rapport. J'en ai parlé au démarrage sur la mobilisation des équipes pour fournir les pièces. Je pense que
Le rapport, il fait en moyenne 70 pages. Ouais, 50 à 70, avec des articles très précis, souvent. Hein. C'est rarement des remarques générales, c'est souvent des points très précis. Et le lecteur, il peut lire l'information et la prendre comme une information s'il n'a pas eu le temps ou les documents pour analyser les données. Et en fait, on s'aperçoit, nous, quand on travaille sur l'analyse des données, que parfois elles sont erronées. Monsieur Bollot l'expliquait tout à l'heure, le regard d'un vérificateur sur le rythme des investissements, par exemple. On l'a eu sur la gestion d'une ZAC tout à l'heure, mais on l'a eu aussi dans les rapports qu'on a pu suivre sur beaucoup d'autres sujets. Et ces remarques, elles étaient établies sur la base d'informations erronées ou mal interprétées au démarrage, d'où un temps, à mon avis, très important à consacrer à la rédaction des rapports avec des réponses, avec des réponses étayées et précises. Je vous donnerai juste une anecdote. Je n'avais pas prévu je ne savais pas si j'oserais le dire, mais on est en train de parler de professionnaliser les SEM, les SPL pour répondre aux questions dans le cadre de la vérification. Je voudrais juste vous donner une anecdote sur une étape de la vérification d'un contrôle. Tous nos documents financiers qui ont été établis sur la base de documents que vous avez chez vous, qui sont des documents de gestion des marchés, des documents de gestion comptable, ont été retranscrits sur un tableau Word. L'ensemble des documents d'une SEM d'aménagement, ça fait quelques millions de stocks, quelques millions de dettes, des capitaux propres. Enfin bon, vous connaissez les bilans de vos. Et on a eu cette retranscription sur un document Word. On est sur une gestion informatique de toutes les données chez vous, retranscrit sur un document Word qui est la base de l'analyse qui va être étayée ensuite dans le rapport. Là, il y a un grand écart qui me semble... moi, je n'arrive pas à faire le grand écart, donc je n'ai pas réussi. Vous n'êtes pas souple. Oui, l'expert comptable, c'est comme les juristes. Ça va être le grand débat. Maître ? Alors, sur la réponse, effectivement, il y a un moment effectivement qui est très important, c'est la réponse au rapport d'observation provisoire. Ça, c'est un élément, c'est un moment important. Je rappelle, il y a deux choses. Hein. D'abord, je rappelle que vous avez le droit d'être auditionné par la Chambre régionale des comptes si vous le demandez. Cette demande, elle est de droit, et si vous envoyez un courrier au président de la Chambre en disant « Nous souhaitons être auditionnés suite à la réception du rapport d'observation provisoire », la Chambre est tenue de vous auditionner. Ce qui est en général aussi un moment important pour faire passer un certain nombre de messages. Je le dis aussi, parfois, c'est la Chambre elle-même qui convoque les responsables de l'entreprise contrôlée en disant « Nous souhaitons vous auditionner après remise du rapport d'observation provisoire ». Donc ça, c'est un point important. Ensuite, la réponse que vous apportez au rapport d'observation provisoire. Alors ça, c'est vraiment une phase qui est une phase tout à fait importante. Alors, vous allez m'excuser de prêcher pour ma paroisse, mais nous, on est très souvent sollicités à ce stade. Maître, on vient de recevoir le rapport d'observation provisoire. La Chambre régionale des comptes a écrit des choses abominables à notre sujet. Merci de nous assister pour la réponse. Trop tard. Trop tard. On n'a que 2 mois. Souvent, il y a peut-être eu des fausses manœuvres au moment du contrôle dont on ne va pas être au courant. Et l'intervention de votre conseil, elle sera d'autant plus pertinente, y compris à cette phase-là, que votre conseil aura été associé sous une forme ou sous une autre au déroulement du contrôle. Ensuite, la réponse elle-même, la formalisation elle-même de la réponse. Moi, j'insiste sur ce point. On procède souvent de cette manière-là au cabinet avec nos clients quand on se livre à ce type d'exercice. Faire un document qui est facilement exploitable par le magistrat. Et nous, ce qu'on a adopté, c'est la méthode du tableau 3 colonnes. Première colonne, le rapport d'observation provisoire. Paragraphe temps, phrase, les 2-3 phrases à problème. Deuxième colonne, observation de l'EPL contrôlé. On n'est pas d'accord pour telle raison. Et troisième colonne, alors vous allez penser que c'est un peu gonflé, mais dans la pratique, ça ne marche pas si mal que ça. Proposition de rédaction du rapport d'observation provisoire proposé à la Chambre. Au début, quand on a commencé à faire ça moi, je me suis dit... Excusez-moi, mais ça, c'est de l'acculturation quand même.
Alors, moi, quand on a commencé à faire ça, je me suis dit, je ne sais pas comment, côté CRC, on va retrouver ça. Eh bien, on a plusieurs fois retrouvé des formulations qu'on proposait dans le rapport d'observation définitive. Je vois des têtes dubitatives, mais je vous assure que c'est vrai. C'est Maître Seban qui fronce les sourcils. Parce que, effectivement, ça permet parfois de réorienter une rédaction, de montrer comment, finalement, la même idée pourrait être exprimée, et parfois de manière moins brutale, parce que je pense qu'on ne l'a pas beaucoup évoqué jusqu'à maintenant. Ce qui est problématique dans les rapports d'observation provisoire, voire dans les rapports d'observation définitive, c'est l'analyse qui est faite, mais très sincèrement, j'ai envie de dire, plus que l'analyse qui est faite, c'est la manière dont tout ça est rédigé. C'est-à-dire que ce qui peut apparaître comme une erreur de gestion ou une maladresse dans la gestion de telle ou telle opération devient, sous la plume des magistrats de la CRC, souvent, enfin, je dirais, le sceau de l'infamie. Et c'est pour ça que dès le stade du rapport d'observation provisoire, travailler sur la forme, je crois que c'était Victor Hugo qui disait la forme, c'est le fond qui remonte. Eh bien, c'est pas inutile de travailler aussi sur la forme, au-delà de l'explication qui peut être donnée sur le fond de ce qui a été relevé par les magistrats qui contrôlent. Alors, avant de passer à ma partie préférée. Oui, ce qui est un peu, comment dirais-je, étrange dans les deux contrôles qu'on a vécu, nous, par rapport à ceux que j'avais connus par le passé, c'est quand même, justement, on a étayé nos réponses par rapport au rapport provisoire, 130 pages, voilà, de réponses, et à 95%, complètement, comment dirais-je, non pris en compte par le magistrat dans le rapport définitif. Donc là aussi, alors je ne sais pas si c'est une tendance aujourd'hui, parce que si j'ai bien compris, le magistrat doit présenter, et de manière, c'est ça, mettre collégiale aux autres magistrats de la Chambre, nos réponses, et du coup orienter le rapport définitif. Et là, quand vous dites qu'il maintient 95% effectivement de ces observations, à quoi bon de répondre et de passer du temps à répondre à ces observations ? Enfin, c'est ça qui est quand même quelque part. Quand vous avez un magistrat, en l'occurrence qui se trompe alors qu'on a des conseils, je le répète, sur notre capacité d'autofinancement net, alors que c'est factuel, il y a des normes comptables, etc., etc. Il maintient sa position. Quand il confond, il nous accuse de ne pas avoir remboursé des avances de trésorerie. Il confond avances de trésorerie et participation à la collectivité sur un investissement public, etc. Mais c'est gravissime, quoi. Comment, à ce niveau-là, on peut maintenir des réponses erronées ? Alors justement, on va voir, et ça va être un petit peu cette conclusion de cette table ronde, c'est comment on fait quand on estime qu'il y a des erreurs dans ces rapports, comment on fait quand on estime, ou omission, merci Thierry, comment on fait quand on considère que c'est des jugements d'opportunité. Mais avant ça, je voudrais un petit peu donner la parole à la salle. Là, je sais qu'il y a une question, ou un retour pratique de nos partenaires avocats de la Fédération. Si, Maître Seban, je vous en prie, mais si d'autres partenaires sont là, n'hésitez pas. Et après, la dame avec le micro, là, voilà. Le monsieur, voilà. Bonjour, Didier Seban, avocat. Juste deux choses. Je suis parfaitement d'accord avec mon confrère Le Châtelier. Il y a une tendance aussi des chambres à saisir le parquet. Et donc, il y a le risque pénal qui est en permanence présent dans ces contrôles-là. Et quelquefois, on ne l'observe pas parce qu'il y a à la fois une dureté des observations, quelquefois formelle. J'ai une contrôleuse qui a été dire à mes clients tous les intertitres, je les ai mis très durs parce qu'on m'a demandé de durcir le rapport. Alors vous avez un intertitre très dur et puis en dessous il n'y a rien. Mais il y a quand même quelque chose qui dit une opération mal contrôlée, des financements imprévisibles. Donc vous avez l'impression que vous avez affaire à une SEM, à des branquignoles quand vous lisez le pré-rapport.
Et dans le même temps, quand vous allez dans le contenu, il n'y a pas grand-chose de critique, il n'y a pas grand-chose de fondé. Donc, donc il y a cette espèce de violence dont vous parliez, et puis on ne sait pas très bien à quel moment ça tourne vers le pénal. Donc il faut y être attentif, parce que moi je dis souvent, les signaux faibles liés au risque pénal, souvent on ne les voit pas, parce qu'ils ne vont pas vous dire, hein, chez Gilles, le procureur de la République, où je fais une lettre à un tel, et puis après on est convoqué, on a une perquisition, on a une situation absolument difficile. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut à chaque fois mesurer ce qu'il peut y avoir comme risque pénal. Deuxièmement, moi je suis très pour, absolument pour, parce que je trouve que ça change la tonalité du rapport, mais il faut se préparer à demander à être entendu. Alors, souvent, on dit « Ah ben non, l'explication écrite suffit ». On a un peu peur parce que sur place, on a peur de dire des bêtises, de ne pas maîtriser son discours. Mais d'abord, on est entendu collectivement. On est entendu par souvent le président de la section, ainsi de suite. Donc ça veut dire que le message, on ne l'adresse pas qu'à une personne, celui qui a fait le rapport, on l'adresse à un collectif qui va être amené à valider le rapport parce que c'est très administratif, c'est très hiérarchique. Le rapport, il y a un rapporteur, puis après il est relu par son président, puis après il est relu par la composition de la Chambre. S'il y a plusieurs personnes qui ont entendu qu'il y avait des inepties dans le pré-rapport, eh ben, là, vous n'aurez pas 95% de modifications, mais vous en aurez beaucoup, enfin je l'espère, beaucoup plus. Donc il faut vraiment demander à être entendu. On peut l'être avec son conseil, moi je l'ai fait. Et quelquefois, quand le maire ou le président de l'agglo se déplace, là aussi, il y a un respect par rapport à la Chambre. Donc faire venir, en tout cas le président de l'outil, ça c'est certain. Voilà, ça c'est les conseils. Attention à l'aspect pénal et profiter de cet aspect collectif des choses, parce que le rendu, alors avec tout le respect qu'on leur doit, évidemment, il faut éviter de leur dire qu'ils sont catastrophiques, nuls et incompétents. Enfin, tout le monde ne partage pas comme me disait un membre de la Chambre qui est devenu, quelqu'un qui était en Chambre, qui est devenu président d'un établissement public, j'ai honte des rapports que j'ai écrits à l'époque, parce que j'étais un jeune blanc-bec, je ne savais pas comment fonctionnait un outil ou une organisation. J'ai dit des saloperies aux élus et aux gens qui dirigeaient ces choses. J'en ai honte. Mais enfin, le mal était fait, si j'ose dire. Et je crois très souvent qu'ils ne sont pas formés parce qu'ils ne connaissent pas ni le droit des sociétés, ni le fonctionnement des entreprises. On verra tout à l'heure quels sont les éléments. Pour tous les gens qui sont debout, je tiens juste à vous dire qu'il y a des places devant. Alors, vous voulez peut-être pas vous mettre devant, mais si vous voulez vous asseoir, il reste des petites... Parce qu'on en a encore, on va terminer vers 16h. Donc, n'hésitez pas à vous asseoir si vous le souhaitez. Devant, enfin, moins devant. Oui, Luis Ferrari, c'est Mardel. Contrôle notifié juillet 2015, rapport définitif mars 2017. Je peux que souscrire à tout ce qui a été dit. Donc nous, on est allés sagement à toutes les auditions. On a répondu, on avait nos conseils. C'est vrai, on arrive à 93% de maintenu au lieu de 95% si on va aux auditions, mais les 2% peuvent compter. C'est pas une boutade. Par contre, je voulais insister sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de la pédagogie parce que, des réponses. D'abord, les intertitres ne sont pas choisis au hasard. Et ce qui vient d'être dit coupe un peu l'herbe sous le pied de ce que je voulais dire. Je ne sais pas s'ils sont formés à contrôler nos entreprises, mais ils sont formés à faire des titres, à se payer des élus et à faire en sorte que ce soit repris. Alors, ça peut s'expliquer, y compris pour des problématiques de carrière. Moi, je peux me le permettre, je suis co-directeur de relations publiques, donc je n'engage pas la SEM dans ce que je dis. Mais c'est très clair. C'est-à-dire, si vous prenez juste les titres des différents rapports, et j'en lis quelques-uns tous les ans, vous voyez bien quel est le fil conducteur qui est amené. Effectivement, il peut y avoir un décalage important entre le titre et le contenu, comme dans la presse. Amis journalistes, bonjour. Comme dans la presse, cela peut arriver. Ça veut dire aussi que dans les réponses, on ne peut pas éviter à la fois, bien sûr, d'être conseillé, de cerner juridiquement, d'apporter les réponses pointues, mais de ne pas oublier qu'il y a des lecteurs. Alors certes, souvent le journaliste n'arrive pas jusqu'aux annexes, mais par contre, nos actionnaires, eux, ils vont y arriver, vont devoir les étudier.
nos administrateurs, et nous avons fait le même travail qui a été fait par d'autres qui étaient cités, c'est-à-dire qu'on est allé avec le président de l'époque et le directeur général aujourd'hui toujours en place, actionnaire par actionnaire, avoir un échange, bien évidemment après l'avoir soumis au conseil d'administration, même si à l'époque la loi ne l'y forçait pas. Et malgré tout, il y a là-dessus, aujourd'hui, au moins une des recommandations que unanimement nous avons refusé de suivre et qui est passée dans la loi et qui concerne les présidents de filiales. Comme quoi, après, c'est un travail de longue haleine et il ne faut pas renoncer. Bon, voilà un peu le rapide témoignage, mais en tout cas, oui, c'est tout sauf naïf. Et le rapporteur qui avait contrôlé le syndicat premier actionnaire de la SEM était le rapporteur pour le nôtre. Il avait par ailleurs déjà contrôlé une instance qui était présidée par des élus. Visiblement, il s'était fait une spécialité non pas de structure, mais de personnes. Je crois qu'on a un autre témoignage devant. Yann Guével, vice-président de Brest Métropole, en charge des finances, président de la SPL, les ateliers des Capucins, puis je suis administrateur de diverses SEM ou SPL du territoire. Juste pour redire, les contrôles ne sont pas que liés à l'opportunité qu'il y a, qui serait déclenchée par un contrôle de la collectivité de référence. Il y a des stratégies. Brest Métropole, on a créé la première SPL de l'eau en 2011, au Duponant. On est à notre deuxième contrôle de CRC. On a eu aussi contrôle fiscal, on a eu l'URSSAF, etc. Auparavant, on avait une délégation de service public à un grand groupe de l'eau qui fut actionnaire de Transdev, je crois qu'ils n'y sont plus. 25 ans, pas un contrôle. Et pour autant, il y avait matière à redire sur l'exécution du contrat, ça je peux vous le garantir. Donc il y a vraiment une stratégie d'aller contrôler nos structures, parce qu'effectivement, ça a été redit, dans les plus hautes sphères de l'État, on considère que ces structures ne sont pas claires. Moi je pense, pour être administrateur de plusieurs d'entre elles, que les choses sont faites dans une grande transparence, bien au contraire. Je pense qu'il faut, au niveau du rapport d'observation provisoire, mais encore plus du compte rendu oral de fin de contrôle, qui va précéder le rapport d'observation provisoire. Il ne faut pas le prendre à la légère. Parce qu'à partir de là, Maître Sepang l'a très bien dit, ils peuvent saisir le procureur de la République. Et c'est à partir de là, en général, qu'ils le font. Au moment du rapport d'observation provisoire, vous vous retrouvez convoqué chez le proc, vous n'avez rien compris. Pour des histoires, bien souvent, un peu abracadabrantesques. Je ne sais pas s'il y a des collègues d'Angers, mais il y a quand même 3 élus d'Angers qui se sont fait convoqués chez le procureur de la République à Angers sur la base d'un article 40 fait par le procureur financier de la Chambre régionale des comptes, parce qu'ils avaient voté le budget. Ben, si nous, élus, on ne peut plus voter les budgets, je vous garantis que je ne sais pas où on va. Alors ça a été traité dans la loi 3DS au final. Parce que justement, il y avait eu ça. Voilà, donc il faut être assez vigilant. Et à ce moment où le magistrat fait son premier rapport oral, il faut déjà apporter la contradiction. Et puis après, il y a le rapport d'observation provisoire. C'est vrai que c'est assez ingrat, mais Franck a raison. Il faut vraiment argumenter profondément sur toutes les erreurs que vous pouvez relever, et vous en allez en relever un paquet. Les erreurs, éventuellement, les contre-vérités même, il faut les reprendre. Et il faut reprendre aussi en lien avec ce qu'on a pu dire au magistrat quand on l'a eu sur son rapport oral. Et puis, ce magistrat, il a un chef. Et si vraiment ça déconne, il ne faut pas hésiter non plus à appeler le chef. Je vais vous donner juste une anecdote. La Cour des comptes a donné une mission à toutes les chambres d'aller contrôler les infrastructures routières. C'est dans la suite de l'accident du pont Morandi à Gênes. Ça se défend tout à fait. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ils viennent faire un contrôle à Brest Métropole et le magistrat fait son rapport oral au président. Et il insiste énormément sur un pont qui est en très très mauvais état. Mais vraiment, qui pose des dangers, etc., qui est plus ouvert à la circulation. C'est un pont qui appartient à l'État. Donc le président lui dit ça, si c'est dans votre rapport d'observation provisoire, ça ne va pas se passer comme ça. On a le rapport d'observation provisoire, évidemment c'est dedans. Je pense que la présidente de la Chambre régionale des comptes de Bretagne n'a jamais eu un coup de fil pareil. Ça a été enlevé après, ça c'est sûr. Parce que là, pour le coup, le président qui avait pris un article 40 sur un autre rapport, il a dit, moi, il n'y a pas de problème. Vous écrivez ça, directement, je vais chez le proc, je lui dis de convoquer le préfet. Puisqu'apparemment, la Chambre dit que le préfet met en danger la vie des personnes.
Donc, je pense qu'il faut vraiment se battre. Ça a été dit aussi, il ne faut pas hésiter à demander l'audition, à demander à aller contrôler les pièces. Alors ça vous oblige à vous déplacer au greffe. Donc c'est un peu pénible, vous avez quelqu'un dans votre dos en permanence qui regarde ce que vous faites, etc. Mais ça montre que vous vous intéressez au dossier et que vous ne le prenez pas à la légère. Allez à l'audition, allez-y surtout avec votre conseil, parce que lui, il a peut-être l'habitude de parler à un mur, pas vous. Et donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Donc allez-y avec votre conseil. Enfin, moi, je l'ai fait, hein, donc n'y allez pas tout seul. Voilà, et puis après, quand il y a des erreurs manifestes dans le rapport d'observation définitive, vous avez encore le bilan final que vous pouvez annexer. La pratique que moi je vois en Bretagne, c'est que c'est pas écrit, c'est une photocopie de ce qu'on a envoyé, alors qu'on l'envoie quand même en document informatique. C'est une photocopie réduite qui est annexée au document. C'est pas facile à lire. Et puis après, vous pouvez contester. Je pense qu'on va y revenir. Ne dévoilez pas tout encore. On y arrive. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de sujet. Il est normal dans une démocratie d'avoir des organes de contrôle. Mais je pense, et pour avoir vraiment pratiqué les chambres régionales des comptes, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limites qui sont fixées à ça. Tout simplement parce que, comme disent les juristes, ça ne fait pas grief. Donc c'est un peu open bar. Et je crois qu'on doit aller mettre des limites à cela, mettre des limites au jugement d'opportunité. Quand on demande à un élu « Mais pourquoi vous avez fait une SPL de l'eau? Parce que vous auriez très bien pu faire une régie. » Moi, j'ai juste envie de lui répondre « Mais il ne faut pas faire, parce que sinon, ça va le mettre de mauvaise humeur. Écoutez, cher monsieur, présentez-vous aux élections, puis on en rediscutera à ce moment-là. » Parce que c'est là que ça se juge. Ça ne se juge pas à la Chambre régionale des comptes. Et donc, voilà. Donc il faut qu'on puisse cadrer l'intervention des chambres régionales des comptes, parce qu'aujourd'hui, c'est open bar. Ils vont jusqu'à contrôler les clubs de foot, parce que nos collectivités leur donnent quelques centaines de milliers d'euros de subventions sur des budgets qui valent des dizaines de millions. Et ils font des avis sur la politique de transfert, les salaires, etc. Enfin, c'est ahurissant. Ici, un dernier truc. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important. Il faut aussi contester, même s'ils n'en tiendront pas compte, mais je pense qu'il faut le contester, quand ils divulguent des secrets industriels. C'est-à-dire, dans vos rapports, vous pouvez avoir tout votre process industriel. Quand vous opérez, je ne sais pas, un réseau de chaleur ou je ne sais quoi. Et donc demain, quand la délégation de service public sera remise en concurrence, les concurrents, ils savent tout de vous. Ils savent vos comptes, ça c'est comme ça, mais ils savent aussi vos processus, les choix que vous avez faits. Ils peuvent d'ailleurs les critiquer parce qu'ils sont magistrats financiers, mais ils connaissent aussi a priori les technologies des fours d'incinération, des ordures ménagères. Mais surtout, ils divulguent tout ça. Et là, on tombe vraiment sur un vrai sujet qui est le secret industriel et la libre concurrence après, quand il y a le renouvellement des DSP. Voilà. Merci. Donc, vous l'aurez compris, finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on estime qu'il y a des jugements d'opportunité? Qu'est-ce qu'on fait quand on pense qu'il y a des erreurs, des omissions dans un rapport définitif? Eh ben, on fait une demande de rectification. Et je pense qu'aujourd'hui, on assiste à une montée en puissance de demandes de rectification. Ça consiste en quoi, en quelques mots, Maître Le Châtelier? Ça veut dire que dans l'année qui suit le moment où le rapport est rendu public, vous pouvez vous réadresser à la Chambre régionale des comptes qui a fait le rapport pour lui dire vous êtes trompé sur tel ou tel point et on conteste tel ou tel élément qui figure dans le rapport d'observation définitive. Alors le plus de cette procédure, c'est que les textes parlent de recours en rectification d'erreurs matérielles. En réalité, c'est pas ça. C'est que vous pouvez tout rediscuter, y compris des appréciations qui sont des appréciations d'opportunité ou des appréciations de politique, d'appréciation de la politique conduite par le PL. Donc on peut tout rediscuter. Le moins, c'est que, comme le disent les juristes, c'est très, très poliment, c'est une voie de rétractation, c'est-à-dire qu'il faut convaincre quelqu'un qu'il a écrit des âneries. Je crois que d'autres que moi le diront, c'est pas une cause désespérée, parce qu'on obtient non, et justement, des résultats. on va justement partager cette cause qui n'est pas désespérée. Juste une dernière chose, Marie. Ensuite, une fois que la décision est rendue, elle est, je dirais, mise en regard du rapport d'observation définitive sur le site de la Chambre régionale des comptes. Vous pouvez éventuellement continuer la procédure devant le juge administratif, mais cette fois devant le juge administratif, vous ne pouvez plus faire valoir que des éventuelles irrégularités de procédure.
pas redire devant le juge la Chambre s'est trompée en disant X ou Y. Excusez-moi, Mehmet, j'étais très très pressée justement d'arriver à un témoignage d'une demande de rectification. Alors, qui s'est bien passé, je crois, Thierry Deserle. Quelles ont été les motivations qui vous ont conduit à faire cette demande? Quel a été le résultat? Et après, on passera la parole à Franck Maslu, qui effectivement, vous avez décidé d'aller dans cette procédure et voir le pourquoi du comment. Thierry? Alors en 2 minutes, parce que je sais que le temps est compté. Donc 5 ans, enfin 4 ans de procédure. Effectivement, l'actionnaire majoritaire de la SEM a dit qu'il y a quand même des choses qui sont contestables, notamment parce que le rapport d'observation définitive d'ailleurs avait déjà été publié, puisque une partie du mal est quand même fait lorsque le rapport est publié, et avec un certain nombre d'ailleurs de recommandations, parce qu'on a parlé des analyses des CRC, mais ils font des recommandations, et c'est là que se caractérise finalement le jugement d'opportunité. Et donc l'actionnaire majoritaire de la SEM a sollicité la Fédération des EPL. Nous nous sommes concertés. En même temps, c'est extrêmement délicat, puisque en gros, on nous reprochait, nous actionnaires privés, d'être en situation de conflit d'intérêts, puisqu'on était avec l'actionnaire majoritaire collectivité qui elle-même était autorité organisatrice des transports. Donc on était dans un paradoxe absolument incompréhensible et avec une jurisprudence qui commençait à se créer et qui posait des problématiques à l'évidence pour y compris même l'essence même des SEM. Donc cette démarche a été conduite, évidemment avec nos conseils respectifs, donc 2 démarches, j'allais dire en parallèle, 2 auditions qui ont été séparées devant l'ensemble de la Chambre. Maître Le Châtelier pourra en parler plus longuement que moi, puisque nous l'avions sollicité, Transdev, pour défendre nos intérêts. Et finalement, ça a fait l'objet d'une décision rectificative unique. Sur tous les points, la SEM avait contesté des points, Transdev avait contesté certains points, et ça fait l'objet d'une décision donc, qui a été effectivement publiée. Mais publiée, comme le contrôle a commencé en 2015, il fallait aller à l'onglet 1, l'onglet 2, l'onglet 5, etc. pour trouver. Et il a été demandé à ce que la décision rectificative soit jointe au rapport d'observation définitive. Et juste en 1 minute, c'est que entre le moment où le rapport d'observation définitive, il peut se passer 1 an. Donc, c'est-à-dire qu'y compris la collectivité s'est interrogée sur son mode de gestion. Elle s'est dit, mais bon, finalement, vu les emmerdements qu'on a connus pendant 5 ans, est-ce qu'on va repartir sur un modèle semblable? Et finalement, fort de cette décision, parce qu'entre le moment aussi où on engage la démarche, on a 1 an, entre le moment où il y a l'audience et la publication, plus l'expiration du délai de recours, donc ça rajoute encore, en gros, ça fait 18 mois après la publication du ROD. Mais pour le coup, tout le monde se satisfait de ces demandes qui ont été faites, puisque ça a permis finalement quelque part de conforter le modèle SEM et puis de conforter l'impérieuse nécessité de contester quand c'est effectivement contestable, et avec tout ce qu'on a dit, avec toutes les étapes passées où on a essayé de tout faire bien. Et malheureusement, voilà, il a fallu aller jusqu'au bout de la démarche. Franck ? Oui, alors pourquoi ce recours aussi D'une part parce qu'on avait échangé avec Thierry sur un peu la procédure. Non, plusieurs raisons. Ce qui m'a passablement énervé, c'est que vous avez des recommandations qui résultent plutôt d'un audit. Et effectivement, une table des matières où là, on est tous des incompétents en charte aménagement. Et quelque part, j'ai voulu à la fois défendre les collaborateurs de la société, parce que derrière ça, c'est eux aussi qui sont mis à mal. Mes actionnaires, qui ne sont là que des collectivités territoriales, qui ont fait le choix de me déléguer aussi leurs projets. C'est là aussi, il y a une confusion. Je ne fais dans une société d'aménagement que ce que m'a confié la collectivité ou les collectivités. Donc le choix d'opportunité de dire tel équipement, il faut que ça soit plus grand, plus petit, etc., c'est pas à moi qu'il faut le faire, c'est à la collectivité. Deuxièmement,
choix politique, parce qu'effectivement, à un moment donné, eu égard à mes fonctions, je suis à la métropole en charge des finances, je suis attaqué, etc., etc. On sait bien que ça va donner lieu dans nos oppositions à débat, etc. Et la troisième raison, la pire, et c'est là aussi il faut se poser la vraie question, c'est que la Chambre, la présidente, a décidé de faire un communiqué de presse. Je ne suis pas averti. Je l'apprends par la presse locale et nationale qui m'appelle en me disant voilà, vous avez eu un contrôle, on a un communiqué. Et alors le pire, c'est que dans le communiqué, le magistrat ne prend pas les recommandations, encore une fois, qui auraient pu être entendables, mais entre guillemets la table des matières avec les gros titres. Et là, vous vous dites, c'est quoi l'intention du magistrat et de la Chambre? Parce que je vais plus loin, les conséquences aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de la durée du contrôle, quid de la durée du recours? Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de trouver des financements, je suis société d'aménagement, j'ai des gros projets, j'ai besoin d'aller voir mes partenaires financiers, il y en a quelques-uns dans la salle. La réponse aujourd'hui des partenaires financiers, et ça s'entend, oulala, monsieur Massus, vous m'avez demandé du financement, vous avez un contrôle en cours, je l'ai lu, c'est public, ça a été publié, j'ai lu les titres, etc. Ça ne va pas passer le contrôle des risques en interne chez moi. Donc pour l'instant, je suspends les financements. Je suspends vos financements. Mais là, du coup, c'est la société qui est en danger. Si je n'ai pas aujourd'hui face à moi un actionnaire comme Chartres Métropole ou la ville de Chartres qui m'aide par le biais d'avances, de trésorerie, etc., ma société, à court terme, elle peut aller droit dans le mur. Et c'est ça, je pense qu'il faut avoir comme conscience. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir peur, mais attention jusqu'où ça peut aller. Et c'est là où, en matière de législative aussi, on pourrait dire quid du délai de recours et du délai, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de texte qui encadre ces recours. Donc, je ne sais pas combien de temps la procédure va durer. Et du coup, encore une fois, ça peut être inquiétant, dangereux pour l'avenir de notre société et des projets qui nous ont été confiés par les actionnaires. Donc c'est ça qui m'a rendu un peu... je suis trop bavard, merci. Non, en fait, on vient de me dire qu'il y avait la plénière à 16h. Donc en fait, on va être obligé de conclure. En un mot, chacun, si vous aviez un mot à dire, moins de 15 secondes. Et restez, parce qu'on a 2 informations importantes à vous communiquer sur justement comment on peut faire pour vous accompagner. Un mot. 15 secondes top chrono. Sur la fin du contrôle, moi, il me semble que c'était un exercice à maîtriser aussi sur 2 aspects. Ça a déjà été évoqué, la communication, bien gérer la fin du caractère confidentiel de la procédure, notamment avec la publication des observations. Et la deuxième, c'est le suivi des recommandations, puisque vous savez que maintenant, il y a un rapport à établir, un rapport de revoyure, on va dire, sur les actions qui ont été menées suite au rapport, qui doit être présenté dans l'année qui suit. 15 secondes. Olivier Bessin, 15 secondes. Optimiser le pilotage opérationnel tout au long de la vie de nos opérations, anticiper par l'amélioration du contrôle de gestion et l'audit interne, et faire connaître les spécificités métiers en évitant de tomber dans le piège des titres et des intertitres qui visent à faire de la communication pour être repris, ce qui vise à promouvoir le rôle des CRC. On a donc intérêt à promouvoir le rôle de l'économie mixte et de faire comme eux, en fait, espérer que ça soit repris et mieux repris. Merci beaucoup. Oui, c'est tiré à profit de l'expérience qu'on a eue sur Chartres Aménagement pour prévenir mes autres entités, puisque j'ai encore 11 EPL, donc potentiellement 11 contrôles à venir. Et pour moi, ça a été un marqueur, et ils sont pour certains dans la salle, et de leur dire, préparez-vous, préparons-nous, servez-vous de notre expérience pour effectivement éviter d'en arriver à une telle procédure. Maître ? Être actif et attentif tout au long de la procédure, du démarrage jusqu'à son terme. Tout a été dit. Alors, moi, je voulais vous remercier pour vous dire en conclusion, finalement, on voit bien ce rôle d'acculturation. La Fédération des EPL, elle sera là pour vous accompagner. Je vais laisser la parole 15 secondes à Léopold Sanchez de la Fédération sur notamment ce qu'elle va mettre en place. Léopold ?
Merci Marie. Léopold Sanchez, je suis chargé du sujet des CRC au sein de la fédération. Je travaille avec Marie et Antoine dessus. Consciente des enjeux que vous avez pu voir, la fédération et son conseil d'administration a décidé de mettre en place plusieurs actions. La première, c'est d'aller rencontrer les magistrats. C'est très important et c'est le premier canal et le premier vecteur d'acculturation des magistrats qui manque encore, par exemple sur le droit des sociétés ou d'autres spécificités liées aux EPL. L'autre action, c'est d'écrire et de rédiger un guide qui sortira début 2023 pour vous accompagner avant le contrôle, comment se préparer, pendant le contrôle et après le contrôle. Et enfin, la dernière action, c'est de faire des journées annuelles de formation sur les contrôles, où là, on va rentrer un peu plus dans les bonnes pratiques sur lesquelles vous avez des aperçus, avec quelque chose un peu plus technique. Et la première se tient le 13 décembre 2023, et on vous attend pour que vous puissiez avoir une préparation optimale sur un sujet qui, malheureusement, concerne toutes les OPL. Et pour les bailleurs sociaux, on fera la même chose sur l'Ancols. Oui, voilà. Décembre 2022, oui. Voilà, 2022, et pour l'Ancols, on fera ça. Pour l'Ancols, ce sera le 8 décembre, 8 décembre 2022. Je tenais rapidement à remercier les différents intervenants. On va filer à la séance plénière.